presque sortis de nos cours de physique du collège, mais dont les réponses, en fait, gouvernent absolument tout. Absolument tout. De l'exploit d'un athlète à notre survie sur l'autoroute, la question c'est qu'est-ce qui différencie vraiment un mouvement rapide d'un mouvement lent? Et on va voir que la réponse, la vitesse moyenne, qui semble si basique, cache en fait une complexité assez vertigineuse. On va explorer ça en se basant sur une série de notes de cours, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces principes s'appliquent de manière très concrète. C'est exactement ça. Le document pose d'ailleurs d'emblée la question qui tue. Quel danger provoque l'augmentation de la vitesse? C'est vraiment ça le cœur du sujet. Parfait. Alors, plongeons dedans. La base de tout, c'est cette fameuse formule. Vm égale d sur t. Vitesse moyenne, distance divisée par le temps. C'est ça, la relation fondamentale. Simple. Mais ce qui me frappe, c'est ce petit t, la durée. C'est la clé de tout. Oui. Pour un coureur, chaque dixième de seconde change tout. Et sur la route, chaque dixième de seconde de réaction, ça peut être la catastrophe. Vous mettez le doigt sur l'essentiel. La formule, c'est pas juste un calcul, c'est une tension entre la distance et le temps. Et pour la quantifier, il faut des unités. Ah, les unités, le fameux débat. Mètres par seconde ou kilomètres par heure. Exactement. Et les notes le soulignent bien. Dans la vie de tous les jours, tout est en kilomètres-heure. Le compteur de la voiture, les panneaux. Bien sûr. Mais dès qu'on fait de la science, tout bascule en ms. Pourquoi cette dualité? C'est pas juste pour compliquer les choses. Non, pas du tout. C'est une question de cohérence. Le mètre par seconde, c'est l'unité du système international, le SI. C'est le langage universel des scientifiques. D'accord, la langue officielle de la physique. Mais c'est pas très parlant, avouons-le. Si je dis que je roule à 20 ms. Personne ne visualise. Précisément. C'est là qu'intervient ce que les notes appellent l'unité usuelle, le kilomètre par heure. Elle est adaptée à notre échelle. Et pour passer de l'une à l'autre, il y a ce chiffre qui semble un peu tomber du ciel. 3,6. Ah, le fameux 3,6. Je me souviens de l'avoir appris par cœur. Pour passer des kilomètres-heure au ms, on divise, pour l'inverse, on multiplie. Ça avait un côté formule magique, quoi. Mais il n'y a aucune magie. C'est juste le résultat d'une conversion, en fait. On peut le retrouver ensemble. Ah oui, je veux bien. 1 kilomètre, c'est combien de mètres? 1000 mètres. Et 1 heure en secondes? 3600 secondes. 60 minutes fois 60 secondes. 3600 secondes. Voilà. Donc, rouler à 1 km par heure, c'est faire 1000 mètres en 3600 secondes. D'accord. Si on fait la division, 1000 divisé par 3600, ça se simplifie en 1 divisé par 3,6. Ah mais oui, c'est limpide vu comme ça. C'est juste le rapport entre nos unités. Exactement. Pour rendre ça concret, les notes proposent un exemple génial. Le record du monde du 1500 mètres d'Ichamel-Guérouge. 3 minutes et 26 secondes. C'est un cas d'école parfait. Ça nous oblige à être rigoureux. Alors, la distance, D, c'est 1500 mètres. On est bon? Oui, c'est déjà dans la bonne unité. Mais le temps, il faut le convertir. On ne peut pas utiliser 3,26. Non, surtout pas. Donc 3 minutes, c'est 3 fois 60, 180 secondes. Plus les 26 secondes, ça nous fait un total de 206 secondes. C'est ça. On a nos deux valeurs dans les bonnes unités. 1500 mètres et 206 secondes. On peut appliquer la formule. Vm égale 1500 divisé par 206. Ce qui nous donne environ 7,28 mètres par seconde. 7,28 mètres. Bon, c'est un chiffre. Ça paraît rapide, mais ça me parle pas énormément. C'est là qu'on va utiliser notre 3,6. Voilà. On multiplie 7,28 par 3,6. Et on obtient Environ 26,2 km par heure. 26,2 km/h. Mais c'est hallucinant. C'est une vitesse phénoménale. Pour que les gens se rendent compte, la plupart des cyclistes du dimanche peinent à tenir cette vitesse. Lui, il le fait en courant pendant presque 4 minutes. C'est la vitesse maximale de beaucoup de tapis de course. C'est dingue. C'est là que la physique nous donne la mesure de l'exploit. Elle traduit une performance en une valeur qu'on peut comprendre. Mais attention, c'est une vitesse moyenne. Ah oui, bien sûr. Il n'a pas couru à 26,2 km/h du début à la fin. Évidemment. Il y a une accélération au départ, une gestion de l'effort, un sprint final. Et justement, le document illustre ça très bien avec les chronophotographies d'une moto. C'est une super technique visuelle. C'est une méthode historique en physique. On superpose des photos prises à intervalles de temps réguliers, ça permet de voir la vitesse. D'accord. Alors, si je regarde les schémas, le premier cas, on voit que la moto est de plus en plus loin à chaque photo. L'espace entre les images grandit. C'est ça. Puisque le temps entre chaque photo est le même, si la distance augmente, ça veut dire que la vitesse augmente. C'est le mouvement accéléré. Le démarrage au feu vert, par exemple. Voilà.
Le deuxième cas, là, les images sont parfaitement à égale distance. Mouvement uniforme. La moto parcourt des distances égales pendant des temps égaux. La vitesse est constante. Le rêve du régulateur de vitesse sur l'autoroute. Le cas idéal, oui. Et le dernier, c'est l'inverse du premier. Et les images de la moto se rapprochent. Sa vitesse diminue. C'est le mouvement ralenti. Ou décéléré. C'est le freinage à l'approche d'un stop. D'accord. Accélération, uniforme, ralentissement. On peut décrire n'importe quel trajet avec ça. Oui. Et c'est justement cette phase de ralentissement, le freinage, qui nous amène à la partie la plus critique du document. La sécurité. On passe de l'exploit sportif à la question de vie ou de mort. Les notes introduisent un concept clé, la distance d'arrêt. Et la formule qui va avec, DA égale DR plus DF. DA égale DR plus DF. Distance d'arrêt égale distance de réaction plus distance de freinage. Et cette décomposition est fondamentale. Beaucoup de gens pensent que la distance d'arrêt, c'est juste le temps qu'il faut au frein pour agir. Mais non, il y a cette fameuse distance de réaction, DR, la phase humaine en quelque sorte. La phase cerveau. C'est la distance que la voiture parcourt entre le moment où on voit le danger et le moment où notre pied touche le frein. Et pendant ce temps-là, il se passe quoi? Eh bien, le véhicule continue à sa vitesse initiale. Le temps de réaction moyen, c'est 1 seconde. Ça paraît court. 1 seconde, c'est rien. Mais en 1 seconde, votre œil voit, l'info monte au cerveau, le cerveau décide, envoie l'ordre au pied et le pied bouge. Et pendant ce temps? La voiture avance. Et cette distance dépend de notre état, la fatigue, l'alcool et bien sûr le téléphone. Le fléau moderne, oui. Ça, c'est pour DR. Et ensuite seulement commence la distance de freinage, DF. La phase machine, la distance que la voiture met à s'arrêter une fois que les freins sont actionnés. Et elle dépend de la vitesse, de l'état des pneus, des freins, de la route. Attendez. Là, parce que je suis en train de réaliser un truc. Je vous écoute. Le piège, le vrai danger de la vitesse, c'est pas juste que la distance de freinage augmente. C'est pire que ça. Ah! C'est que la distance de réaction, elle aussi, elle explose. Parce que pendant cette seconde où on réfléchit, si on roule plus vite, on parcourt une distance beaucoup plus grande, avant même d'avoir commencé à freiner. C'est exactement ça. Vous avez mis le doigt sur le point crucial. C'est la double peine. La double peine, c'est exactement le terme. Prenons un exemple. À 50 km/h, en 1 seconde de réaction, vous parcourez presque 14 mètres. 14 mètres, c'est la longueur de 3 voitures. Voilà, 3 voitures mangées avant même d'avoir touché le frein. C'est énorme. Maintenant, si vous roulez à 70 km/h, pendant cette même seconde, vous parcourez presque 20 mètres. 6 mètres de plus. 6 mètres de plus, juste pour avoir réfléchi. C'est souvent la différence entre une grosse frayeur et un drame. C'est terrifiant en fait, vu comme ça. Et du coup, les règles de sécurité routière, c'est juste la traduction de cette formule. C'est de la physique appliquée, purement et simplement. Chaque règle vise à minimiser DR ou DF. La première, respecter des limitations de vitesse. C'est logique. Oui, parce que c'est la seule chose qui réduit en même temps la distance de réaction et la distance de freinage. D'accord. Ensuite, ceinture et casque. Là, on est plus dans la gestion des conséquences. C'est le plan B quand l'accident n'a pas pu être évité. Mais pour le plan A, éviter l'accident. Ne pas utiliser son téléphone. Voilà. Ça, c'est une action directe sur DR, la distance de réaction. Lire un texto, c'est 3-4 secondes d'inattention. À 90 km/h, ça veut dire parcourir la longueur d'un terrain de foot les yeux fermés. L'image est parlante, n'est-ce pas, Sam? Très. Et pour la partie machine, les notes insistent sur les pneus et les freins. Là, on agit sur DF, la distance de freinage. Des pneus lisses sur une route mouillée, c'est catastrophique. Et enfin, on boucle la boucle en revenant à l'humain, ne pas conduire sous l'emprise de substances qui affectent la concentration. On est de retour sur DR. Au final, toute la sécurité routière, c'est une lutte pour maîtriser cette équation. C'est fascinant de voir comment tout s'emboîte. On part d'une formule de collège, VM égale dt. On analyse un record du monde. Et on arrive à décortiquer les règles qui sauvent des vies sur la route avec cette formule DA égale DR plus DF. Ça montre bien qu'un concept de physique, c'est pas juste une idée abstraite. C'est un outil pour comprendre le monde et prendre les bonnes décisions. Comprendre le pourquoi du danger, c'est plus puissant que de juste obéir à un panneau. C'est intégrer une réalité physique qui s'applique à tout le monde. Et ça me fait penser à un truc, pour aller plus loin. On a parlé des facteurs qui affectent leur action, fatigue, alcool. C'est évident. Mais qu'en est-il des facteurs plus subtils, les émotions? Le stress, la colère, l'euphorie. Oui, tout ça, ça doit forcément influencer notre temps de réaction. Comment on mesure ça? Et je me demande si, finalement, la seule réponse logique à cette faillibilité de notre cerveau... Face aux lois de la physique. C'est pas la voiture autonome qui, elle, n'a pas d'état d'âme et un temps de réaction quasi nul.